Ben oui, le Sick Podcast est de retour en mode Rocket. Déjà, épisode numéro 23, puis on est très très près d'être en mode séries éliminatoires chez Rocket de Laval, mais des nouvelles fraîches en ce beau mercredi matin. Deux nouveaux joueurs vont s'amener chez le Rocket. Vincent Rocher et également un défenseur droitier de 21 ans, Aiden Dubinski. On va en parler, bien entendu, avec Cédric Blondin. On va parler également de la dernière fin de semaine face aux Sénateurs de Belleville. Un duel très, très offensif le vendredi, samedi. Ça a mieux été pour le Rocket, une victoire de 5-2. Et dans nos sujets, Samuel Blais, Joshua Roy en feu offensivement. Il va en être question. David Renbacker qui joue ses premiers matchs dans la Ligue nationale. Et au sujet de Rocher et Dubinski, justement, qui sera dans le trouble dans la formation du Rocket de Laval, qui son poste n'est pas tellement assuré. On va en parler dans cet épisode numéro 23. On va aller retrouver Cédric Blondin dans les prochaines minutes. Let's go! Le Sick Podcast, en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. La voilà une entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça mène devant le filet. La but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. La but! Marqué par David Renbacker! Là, j'ai dit qu'on va aller retrouver Cédric Blondin dans les prochaines minutes. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est plutôt seconde. Ouais, c'est très seconde. C'est comme si l'intro durait 3 minutes 15. Je veux dire, c'est ça. Non. 3 minutes avant de te retrouver. Cédric, ça aurait été long quand même. Le jaser tout seul pendant 3-15. Je suis capable, mais j'aime mieux jaser avec toi quand même. Ça va? Ça va en direct. On te rejoint en direct de Saint John's, Terre-Neuve. Oui. La dernière fois, c'était Victo. La semaine passée, c'était à la maison. Là, c'est à St. John's et peut-être une autre destination la semaine prochaine. Donc, alors, Cédric a pris l'avion. Alors, oui. Pas le choix, sinon c'est loin. C'est loin. Est-ce que tu aimes l'avion? Ben oui, j'adore. J'adore l'avion. Je suis un grand voyageur et en plus, en vol nolisé, là. Oh, ben là, check-le qui plug. Il plug qui est en vol nolisé. Un de tes surnoms, c'est Sea Star, et là, tu le portes très, très bien. Là. Ben oui, exactement. C'est bien correct. Il y en a d'autres qui ont pris l'avion. Je fais la transition vers ça. Un qui débarquera de Suisse. Oui. Cédric, j'adore quand on a des nouvelles fraîches comme ça, puis qu'on amorce le podcast dans quelques heures. Vincent Rocher s'amène avec le Rocket, mais c'était attendu. Je pense qu'on voyait que la formation du RIC s'était inclinée là, en demi-finale contre Davos. On se demandait quand ça allait arriver. Bon, c'est l'entente avec les formations européennes. Si tu ne joues pas dans la Ligue nationale, bon, tu dois au moins offrir tes services à ta formation de Suisse. Et après ça, là, tu peux t'amener, lorsque la saison est terminée, soit avec les Canadiens ou avec le Rocket. Et là, ça va se passer du côté de Laval dans le cas de Rocher. Je pense que... vendredi à Toronto, là. J'imagine que... On va pratiquer vendredi, ça a été annoncé par l'équipe. Oui, mais j'ose imaginer que ce sera à Toronto, c'est ça que je veux dire. Là. Je pense pas que l'équipe va partir après la pratique, surtout que le match est samedi. Là. Donc, ce sera surveillé, mais ouais, très hâte de le voir. Parce que le Rocket a quand même perdu quelques plumes, bien évidemment, là. Avec les Canadiens, c'est plus en défensive, mais... avec un retour possible de Dauphin en fin de semaine, peut-être, ou la semaine prochaine pour les séries. C'est intéressant de surveiller ça là, avec l'ajout de Rocher. Un choix de 3e ronde en 2022, l'organisation des Canadiens. Moi, je l'ai vu un petit peu, Vincent Rocher, surtout dans les mondiaux avec l'Autriche. Il m'a été donné de lire des choses également. Je pense que son jeu fit à la perfection avec la Ligue américaine parce que son niveau de compétition est assez élevé. C'est pas un grand et gros joueur. Sauf que c'est un gars qui tu sais, qu'on parle de jouer physique, c'est pas juste les mises en échec. Je pense que Rocher, ce concept-là s'applique à lui de la manière qu'il compétitionne dans les bagarres et tout. Je sais pas comment on va l'utiliser du côté de Toronto, mais la chose que je peux vous dire aujourd'hui, puis Shane va probablement retenir cet extrait-là, puis avec raison, lui, il s'amène pas à Laval pour être sur la passerelle. Là.
lui arrive pour jouer. Et à mon avis, il va, j'ai pas d'informations, mais je pense pas en avoir besoin. Il va jouer en séries éliminatoires. Pour moi, si tu l'amènes un peu comme quand Kapanen est arrivé la saison dernière, il va prendre la place de quelqu'un, Cédric. Oui, c'est l'impression que j'ai aussi. Là. Et on l'amène pas pour jouer un match sur 2, puis on l'essaye, là, ça marche pas, on le retire de la formation. Non, c'est un projet de l'organisation. C'est un gars que son jeu en séries éliminatoires, il peut aider l'équipe en séries éliminatoires. C'est un gars qui veut pas en bonne forme physique, une saison complète, 9 matchs de séries éliminatoires avec la formation de Zurich en Suisse. Il est déjà habitué à un niveau de compétition assez élevé. Puis je suis pas trop inquiet, moi, pour ce genre de joueur-là qui arrive de l'Europe. Normalement, on s'acclimate très, très rapidement et de la bonne façon à la Ligue américaine. Là, sur quelle unité va-t-il s'insérer? Je regarderai vers un 3e, 4e trio pour commencer. Là, après la saison prochaine, ce sera peut-être différent dans le cadre horaire. Les unités spéciales, on va voir. Moi, je pense que ça va commencer plus doucement, là, Cédric, là, en fin de semaine. Ouais. Je m'attends à ce qu'il joue contre Toronto aussi. Même chose pour le défenseur de 21 ans, Aiden Dubinsky. Je m'attends à ce qu'on lui offre une audition en fin de semaine. Mais dans le cadre horaire, j'ai très, très hâte de le voir. Moi, je pense que c'est un joueur que les partisans peuvent rapidement aimer parce que c'est un gars qui compétitionne. Puis de ce qu'on dit de lui, puis de ce que j'ai vu de lui, il prend pas beaucoup de présence de congé. Il faut dire que cette année, là, il n'a pas eu le même succès offensif qu'il a eu la saison dernière. Je pense 13e meilleur pointeur des Lions de Zurich, mais quand même, je pense qu'il peut aider le Rocket. Puis hâte de voir la suite des choses. S'il y a des matchs que ça peut être compliqué pour lui ou non. On va voir ça. Oui, mais j'aime ce que tu mentionnes, de peut-être le faire commencer sur un 3e trio, là, peut-être avec un Condotta, avec un Béchard, un Davidson de ce monde. Pourquoi pas un Torp, si Torp se retrouve là. Je pense que c'est l'idéal, puis pourquoi pas? Parce que le Dauphin approche un retour au jeu, visiblement. Mm-hmm. Tout le monde va retomber dans la bonne chaise à l'offensive, évidemment. Donc, dans le cas de Dubinsky... On le connaît moins, lui, c'est sûr, là, mais vas-y. Mais toi, qu'est-ce que tu lis de cette signature de c'est l'entente que je me questionne beaucoup parce que on n'a pas précisé s'il était sous contrat la saison prochaine. On le laissait cette année. Mais est-ce que ça veut dire que Reinbacher et Engstrom vont rester à Montréal? C'est pas impossible. Est-ce là, Dobson, on parlait de 2 semaines. Carrier semblait patiner, Goulet de retour. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on aime mieux garder Reinbacher dans le giron au cas où? Ça va dépendre du parcours des Canadiens aussi, mon beau Ced. Oui, ça je pense aussi. Ça va dépendre. C'est une série contre Tampa Bay. Ils sont capables de les battre, à mon avis. Pas mal dans l'Est, tout le monde est capable de battre n'importe qui là, dans la Ligue nationale. On va voir ça. Mais tu sais, Vincent, il y a tellement... C'est là qu'on voit l'importance. J'exagère peut-être un peu dans le mot importance, mais d'avoir la première place de la division Nord. Parce que la série, là, j'ai vu que ça pouvait commencer dimanche là, du côté de Tampa Bay, la série Canadien Lightning. Imagine si le Rocket est en congé jusqu'à mercredi, pas de la semaine prochaine, l'autre d'après. La série a le temps d'être pas mal avancée là, face au Lightning. Donc, ça a une importance parce que si jamais il arrive quoi que ce soit que le Canadien ne passe pas cette ronde-là, chose qu'on n'espère pas, bien évidemment, et tant mieux si les jeunes ils ont du temps de glace, mais ça pourrait profiter au Rocket pour peut-être retrouver un Fowler, peut-être retrouver un Engstrom et un Reinbacher, mais bon, traversera la rivière rendue au pont, évidemment, là, mais c'est important de le mentionner que c'est une possibilité. Là, on n'a pas l'horaire exact de la série, mais si le Rocket commence le mercredi, on serait peut-être rendu au match 5 ou 6 là, dans la série face à Tampa. Donc, ça pourrait être intéressant de surveiller les décisions qui seraient prises à ce moment-là, si jamais c'est le cas. Là, je veux pas qu'on fasse trop de millage là-dessus parce qu'on dévie un peu. Puis Reinbacher fait partie de mes sujets plus tard dans le podcast. Donc, restez là. Je veux qu'on revienne un peu à horaire parce que à chaque année en éliminatoire dans la Ligue américaine, il y en a de ces jeunes-là qui arrivent, qui n'ont pas joué un match avec la formation de Ligue américaine, puis qui tassent quelqu'un. À
chaque année, tu vois ça dans un paquet de formations. C'est normal. Un autre exemple, du côté des Eagles du Colorado qui ont signé l'Avalanche, qui a signé TJ Hughes. On va venir tasser quelqu'un du côté des Eagles du Colorado pour rentrer TJ Hughes. Tu vois ça partout. C'est un exemple. Mais là, la question à se poser, qui sait que Vincent Rohrer va venir tasser avec le Rocket de Laval? Parce que je l'ai dit, il va jouer. À moins que ça soit la débandade puis ça marche pas en tout, mais ça m'étonnerait que ça soit ça. Là, j'ai comme l'impression que ça va se faire tout seul. Je t'explique pourquoi. Les séries, les décisions sont plus faciles à être prises en séries éliminatoires. Évidemment, si un gars ne performe moins qu'en saison, si tu vas avec ton équipe, ton je comprends, mais tu commences comment? Je comprends ce que tu veux dire. Mais là, je pense que ça va être sur le 4e trio. Moi, je pense que c'est Philippe Méchard. Pas moi. Moi, je pense que on oui. On l'a fait la semaine passée parce que, justement, on ne l'a pas fait. Je pense que c'est la première fois ou la deuxième fois. Tu débarques un Luke Tuch que tu veux voir en séries éliminatoires absolument dans son style de jeu. Tu débarques un Tyler Thorpe que tu veux voir en séries éliminatoires dans son style de jeu. Je comprends que Deneen va probablement être tassé parce que là, tu as Dauphin aussi qui revient au jeu. Donc, tu dois en sortir un autre que Deneen. Qu'on le veuille ou non. Je pense que Tuch et Arsenault se retrouvent un peu dans la même chaise de 12, si on veut, là, dans le 12e patineur. C'est une bonne question, Vincent. Parce que là, tu dois... le Dauphin va revenir. Disons que tu tasses Deneen pour Dauphin. Là, Rohrer rentre. Arsenault, je serais surpris qu'il joue beaucoup. En même temps, tu peux l'insérer dans un scénario qui est très, très précis, puis on verra ça. Moi, je pense que le Philippe Méchard a joué un match la saison dernière en séries éliminatoires avec le Rocket, puis je pense que son statut est encore précaire pour ces séries éliminatoires-là, parce que la raison est très, très simple. Si ce gars-là, offensivement, t'en amènes pas, je comprends qu'il est rapide sur le forecheck, ça, il faut que je lui donne, mais Luke Tuch aussi, il est rapide sur le forecheck, puis il t'amène autre chose. Alors, si Méchard, il produit pas, Pascal Vincent, c'est quoi son argument pour le garder dans la formation? Qu'est-ce qu'il amène à l'équipe? Ouais. Il faut être honnête, là. J'adore Philippe. C'est un jeune homme fabuleux. Je l'adore, il a une bonne attitude, il travaille, puis il joue pas du hockey horrible. Mais c'est juste que ce gars-là, offensivement, on le voit pas dans les matchs. Puis, il y a eu plusieurs chances de marquer. Malheureusement, il a de la difficulté avec la finition. Parce qu'on disons, là, à partir de la mi-mars, là. Mais là, je serais, avec l'arrivée de Rohrer, veut pas, je serais nerveux, là. Je me suis fait tasser en séries éliminatoires 2025, puis là, ça pourrait être la même chose. Ouais, mais... Match numéro 1, parce que, ceci dit, je suis d'accord avec toi par la suite. Là, Pascal Vincent, la corde envers certains joueurs ne sera pas très longue. Là, il faut qu'on gagne. T'sais. Alors, si Luke Tuch joue un mauvais match numéro 1, on n'hésitera pas à brasser la soupe. Là. Ouais, mais ça dépend tellement de plein de facteurs. Là. Je regarde la formation de justement de samedi contre Belleville la semaine dernière. Tu enlèves Tuch, Deneen, Bentley qui n'était pas dans la formation, Méchard qui n'était pas dans la formation. Comme je te dis, je pense pas qu'on va avoir une nouvelle saveur sur le 4e trio, à part peut-être une rotation entre un Arsenault et un Tuch. Je pense pas que Thorpe va sauter son tour. Voilà, je vais y arriver. La même chose dans le cas de Xhekaj, évidemment. Donc, c'est sûr que ça, mettons, tu rentres un Rohrer au côté de Condotta, complété par un Méchard ou un Davidson. Tout dépendant si tu veux remettre Méchard avec Beck, parce que quand Beck jouait avec Méchard, ben, les deux allaient bien. C'est un petit peu plus tranquille dernièrement dans les 2 dernières semaines pour Beck. Est-ce que c'est relié à ça? Je ne sais pas. Moi, je trouve ça intéressant parce que les deux ensemble, ils font très bien. Donc, c'est ça aussi. Hein, une chose certaine au retour de Dauphin, moi je pense que Pascal va remettre Belzile avec Farrell Dauphin. On va vouloir aider Laurent dans son retour au jeu aussi. Le Roy pourrait être l'ailier gauche d'un trio avec Condotta et Rohrer, justement. Puis moi, le 4e trio, j'aimerais beaucoup commencer avec Tuch, Xhekaj et Thorpe. Je vois ça comme ça. Ouais, ben c'est ça, tout dépendant de l'adversaire. Là, le deuxième trio, tu pourras avoir le même que samedi, Blais, Beck et Davidson. Mais tu sais, en fin de semaine, il va y avoir peut-être des combinaisons nouvelles. On va essayer des choses. Pascal Vincent prend des notes pour le match numéro 1. Depuis
depuis les 3 week-ends de match du mois d'avril servent un peu à ça. T'sais. Ça serait intéressant, mais je pense que le Rocket a besoin d'un Philippe Méchard. C'est là qu'on se rejoint peut-être moins aujourd'hui. Ben, en même temps, horaire, je veux dire, on va lui laisser la chance. De ce que je connais, est-ce que le Rocket a plus besoin d'un Vincent Rohaire ou d'un Philippe Méchard? Est-ce que ça joue entre eux deux? Est-ce que ça se pourrait que ça soit les deux qui soient en bataille pour un poste? Je pense que les 2 attaquants qui sont en péril, puis ça va peut-être dépendre aussi de ton match-up en première ronde. Je pense que les 2 gars qui sont... Je pense que Rohaire va jouer. On dirait que je le sens pas en péril d'une manière ou d'une autre. En même temps, si c'est tout croche, là, peut-être que Pascal Vincent, il pensera autrement. Là. Mais je pense que les 2 attaquants qui... Le statut est précaire présentement, c'est Luke Tuck et Philippe Méchard. Je vois pas comment Thorpe peut débarquer présentement. Thorpe n'est pas dans la discussion pour moi. Tu veux trop que ce gars... depuis le début de la saison, tu veux voir ce gars-là dans un scénario éliminatoire, puis tu te dis, dans la fameuse jungle qui a une patinoire, tu veux le voir aller, tu sais. Je veux dire, tu veux le voir aller, c'est un gars qui est capable de défendre ses coéquipiers, c'est un gars qui est capable d'un petit peu d'offensive, c'est un gars qui peut remporter des bagarres, c'est un gars qui peut terminer des mises en échec, tu sais, je veux dire... Ça serait contradictoire totalement de ne pas le mettre en uniforme, à mon avis. Ah, tu as besoin d'un Thorpe dans la formation. Exact. Jack Ice, on n'en parle même pas. Là. Je veux dire, il est dans le line-up soir après soir. Donc, ça va être très, très intéressant. Moi, c'est toujours, quand un gars s'amène comme ça, c'est toujours les questions que je me pose de prime abord. Ça va jouer entre Méchard et Tuck, à mon avis. Puis, mais en même temps, Pascal Vincent l'a dit depuis plusieurs semaines, ça va y aller au mérite. On en a parlé. Il y a des gars qui... Veut pas, les gars vont prendre des décisions à sa place. Il en a parlé. Il y a des gars qui veulent pas se sortent un peu de l'équation dans les dernières semaines. Méchard fait partie de ça. En défense, un gars comme Trudeau, ça a été plus compliqué. C'est ça. Mais là, je veux juste qu'on jump vers... Veux-tu ajouter quelque chose? Je voulais juste qu'on jump vers quelque chose d'autre. Ben non, mais... En même temps, je trouve qu'on est sévère un peu avec Méchard. C'est mon avis. Parce que oui, les points ne sont pas là. Ne sont pas nécessairement toujours là, évidemment. Je dis pas qu'il est pas bon, Seth. Je dis pas qu'il était pas bon. Je dis juste qu'il faut, dans une équipe de hockey, il faut que tu trouves la manière de te rendre indispensable à ton équipe. Il faut que tu occupes une chaise très, très précise pour que ton équipe connaisse du succès. Il travaille, Philippe Méchard. Je peux pas lui enlever ça. Je dis pas qu'il est tout croche sans bon sens. Je dis juste qu'offensivement, si ce gars-là crée pas des jeux, crée pas des choses, en quoi est-il tant que ça utile dans une formation qui veut aller chercher une Coupe Calder? Beck a besoin de lui. Ben, je pense que Beck il peut très bien s'en sortir sans Philippe Méchard. Je sais, mais les deux ensemble, ils jouent bien ensemble. Moi, c'est mon avis. C'est ça qui est le fun. Puis on a le droit d'être en désaccord, mais c'est là que j'ai moins, puis je l'ai dit tantôt, j'ai moins aimé les 2 derniers week-ends de Beck. Il fait des erreurs qu'on voit moins. Il produit moins offensivement, moins en échec avant aussi. Est-ce que les deux ont une chimie qu'on a moins vue dans les 2 dernières semaines? Je pense que la question peut se poser. Puis on aura certainement les réponses d'ici 2 semaines là, aussi avec le début des séries. Oui, puis là où je voulais t'amener ailleurs, c'est que Nate Clermont quitté le match en fin de semaine face à Belleville. De samedi, là, ça pourrait facilement ouvrir une porte justement pour qu'on puisse évaluer là, Aiden Dubinsky qui transféré de l'université l'été dernier là, de Minnesota Duluth à l'université du Wisconsin. Je disais rapidement de belles choses à son égard là, sur la plateforme X, même si je le connais moins, je l'ai jamais vu aller, je vais regarder ça ce week-end, mais la perte de Clermont veut pas, ça va lui ouvrir une porte, certainement. Je m'attends à ce que Trudeau soit dans la formation aussi, mais on va l'évaluer. Est-ce qu'en fin de semaine aussi, on va donner un autre match à Josh Nadeau? Point possible, étant donné qu'il n'en a eu qu'un seul. Mais en même temps, on va se placer en mode éliminatoire aussi, mais Dubinsky, on ne l'a pas vu. Oui, ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'on fera comme décision du côté du Rocket, évidemment. Quelles décisions qui seront prises parce que, évidemment, ce qui se passera avec Reinbacher, ce qui se passera aussi avec Engstrom va avoir une influence, mais selon toute vraisemblance, les deux ne seront pas en place du côté de Toronto cette fin de semaine. Non. On va l'entendre, Pascal Vincent, sur ce dernier week-end face aux sénateurs de Belleville.
Une défaite de 7-6 en prolongation du Rocket, suivie d'une victoire de 5-2 le lendemain. Le Rocket qui a mis fin aux espoirs de série de son principal rival depuis que Laval est dans la Ligue américaine. On va l'entendre ce que l'entraîneur-chef du Rocket avait à dire sur cette fin de semaine de travail à domicile. Juste un mindset puis un retour à la base. Ça fait 2 fois là, qu'on pratique toute la semaine. Les joueurs, on est habitués de jouer régulièrement. Là, on a plus une cédule de collège en ce moment. Là. Pratique toute la semaine puis joue à la fin de semaine. Puis ça semble pas... faut trouver une façon de l'approcher d'une nouvelle manière. Mais hier, sur trop d'aspects, on n'a pas bien exécuté. Par contre, on a marqué des buts en avantage numérique. Ce soir, on a continué en avantage numérique, mais à 5 contre 5, on était pas mal plus. Je pense aussi que, si on en a parlé hier, j'ai dit j'étais aussi déçu pour certains joueurs qui manquent une opportunité. Puis ça a été le cas. Je pense que c'était... On fait juste remettre les pendules à l'heure, se préparer pour les séries. On va revenir sur l'avantage numérique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts à force égale en fin de semaine, Cédric. Le vendredi, ça se comprend un petit peu mieux. Je pense que le Rocket n'a pas joué un bon match là, à force égale face aux sénateurs de Belleville en zone offensive. Trop de pertes de rondelles, du mauvais management de rondelles face à Belleville. Mais là où je veux t'amener dans cette discussion-là, j'en parlais à Tony Marinaro dans la journée d'hier, pas d'hier, lundi. Ouais, lundi. Tu sais, la fiche du Rocket depuis le 25 mars, c'est quand même juste 2-2-3. On joue à peine pour 500. Syracuse ne fait guère mieux, par contre. Quand on se compare, on se console. Puis là, Pascal Vincent le disait, vous venez de l'entendre, on a de la difficulté avec ce type d'horaire-là, de ne pas enchaîner les matchs. C'est vrai que ça peut devenir dangereux quand même. Ouais. C'est spécial. On dirait que c'est quoi la date que tu as mentionnée, Vincent? Depuis le 25 mars, là, une fiche de 2-2-3. Puis si on recule un peu au moment où le Rocket a assuré sa place en série, ça doit être dans les mêmes mots. Ouais, donc, je trouve toujours que c'est un piège. Je ne dis pas que c'est 100% relié, mais... on a eu de la misère. Contre Calgary, même chose. C'est dans le premier match qu'on a eu de la difficulté. Là, contre Belleville, premier match du week-end, on a de la difficulté. C'est toujours ça. Là, on approche des séries. Puis l'année dernière, ça a été assez l'enfer. Comment il y avait de l'espace entre les matchs, là. C'est dangereux, ça. C'est très, très dangereux. Puis là, on le voit avec le Rocket, là, présentement. On a de la difficulté avec cet horaire-là où nos habitudes de match là, disparaissent un peu. Là, nos bonnes façons de gérer le match, nos bonnes habitudes qu'on a développées au fil de la saison. Heureusement que ça se replace bien. Mais là, si tu joues pour 500 en séries éliminatoires, si tu te fies aux mathématiques, tu te rends dans un match ultime, il peut arriver n'importe quoi, tu peux te faire sortir. Donc, c'est pour ça qu'en fin de semaine, pour moi, contre Toronto, le Rocket a quand même beaucoup à se prouver à lui-même là, avant les séries éliminatoires. Ouais, puis c'est pour ça que je trippe un peu moins sur les essais. Là. Je comprends qu'on est en processus de développement, mais il y a tellement d'importance en fin de semaine pour plusieurs raisons. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, les essais, ils me font moins triper, mais c'est ça la Ligue américaine. Je veux dire, mais là, il faut penser que ces matchs, 71 et 72 en fin de semaine. C'est au-delà de finir premier ou non. Là, j'enlève complètement cette partie-là. Tu as besoin d'une victoire. C'est pas ça mon point. C'est la manière que tu joues en fin de semaine, la manière que tu prends ton air d'aller avec. Parce que là, c'est pas impossible que tu sois en congé pendant 10 jours là, après le match de dimanche. Là. Congé, pas de match. C'est pas impossible que ça arrive. Là. Donc, on est tous dans l'incertitude par rapport à ça. C'est là que tu dois finir cette fin de semaine-là. Surtout, si tu termines premier, tu dois avoir ton air d'aller parce que sinon, la série commencerait à quelque part au courant de la semaine prochaine. Mais surtout à force égale en territoire offensif, pour moi, il y a des repères que tu as perdus. Pascal Vincent parle souvent de jouer de façon connectée. On dirait que c'est pas un groupe qui est régulier dans cette façon de jouer-là. Défensivement, j'ai rien à dire. À part dans le match de vendredi, je pense que c'est un groupe qui, malgré les insuccès au niveau de la fiche, là, pas les insuccès, mais c'est correct. Là. Je pense que défensivement, on se comporte bien. On l'a échappé vendredi, ça arrive. Mais c'est offensivement, au niveau du carrousel offensif, au niveau de la prise de décision avec la rondelle, les revirements qu'on a en zone offensive, on n'est pas capable de s'installer puis de créer le chaos comme on réussissait à le faire avant. Est-ce que le retour de Dauphin va ramener ça, cet équilibre-là, d'entre les trios, puis ramener cette connexion-là?
Peut-être. Moi, c'est ça que j'ai plus hâte de voir contre Toronto, si à force égale, on est capable de retrouver là, des présences convaincantes en zone offensive. Mais ça change tellement vite, Vincent. Puis je te fais un parallèle avec ma présence à St. John's. Juste de mentionner pour nos auditeurs qui écoutent le podcast, l'Armada a 33 buts inscrits en 8 matchs de série, dont 33 égalités numériques. Dont 30 sur 33 égalités numériques. Fait que ça change tellement vite. C'était l'inverse avant les séries. Donc, ça prend un juste... Puis on a vu ce que le Rocket a fait en avantage numérique. C'est ces moments-là où ce que ton avantage numérique fonctionne trop, puis là, si tu es assis un peu, ben, je vais attendre mes avantages numériques, je vais aller chercher mes buts là. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas en série. Donc, c'est là où il faut que ça soit 50-50. J'exagère parce que ça ne sera jamais 50-50. Mais c'est là que tu dois avoir un juste milieu, que ton avantage numérique, quand tu as des chances, est capable d'aller chercher ton gros but, mais il faut qu'à 5 contre 5, que ce soit la présence en zone offensive, le cycling qu'on a parlé combien de fois depuis le début de la saison, ça doit être présent, il faut épuiser l'adversaire, mais ça, on le voit de moins en moins. On l'a vu quand même bien là, dans le match de samedi, je trouve, mais... Puis des fois, tout part avec le fait d'arriver... tu sais, ton cycling peut fonctionner si tu arrives avec la vitesse en zone offensive. Tu reviens aussi aux entrées de zone. Tu reviens à bien les aspects du jeu. L'échec avant, tu sais, l'été magistral de la dernière semaine, pas tant que ça. Tu sais, je veux dire, c'est toutes des choses que je vais surveiller contre Toronto puis voir si cette équipe-là, surtout dans les deux matchs. Tu sais, pour moi, les deux matchs est important. Si je vois un bon match du Rocket, je sais pas, moi, le samedi, puis le dimanche, ils sont tout croches, puis offensivement, force égale, je n'aurais pas grand-chose. Force des jeux, comme ils le faisaient dans les dernières semaines, je veux dire, on vient au point de départ. Les séries éliminatoires, j'ai de la difficulté à être si optimiste que ça, tu comprends? Oui, absolument. C'est pour ça que les matchs en fin de semaine sont importants. Puis pour les partisans aussi, c'est de jauger à quel point on peut entrer en séries éliminatoires, que tu termines premier ou non, avec une dose d'optimisme. Et Vincent, peut-être aussi rajouter de l'importance en fin de semaine, parce que si Toronto gagne, il y a des fortes chances que le Rocket affronte Toronto dès la semaine prochaine, en raison du classement. Là. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent arriver. Et si le Rocket gagne, il y a des chances que Toronto se retrouve... Ben, en fait, les chances sont assez élevées qu'il se retrouve dans le play-in face à Rochester, à moins qu'il y ait un revirement de situation majeure, là, vu que Rochester n'est pas assuré. Ouais, Toronto, dans les deux cas, les probabilités sont assez élevées que le Rocket affronte les Marlies. Donc, ouais. C'est là aussi c'est beau de faire un travail de développement, mais là, c'est important de faire. Je regarde le fameux playoff primer. Tu sais, Toronto peut très, très bien aller dépasser Cleveland. C'est important pour eux cette fin de semaine-là. C'est ça que je dis. Ils ont le bris d'égalité. Ils l'auront, le bris d'égalité, c'est sûr et certain, avec 26 victoires à la régulière pour Toronto, 22 pour Cleveland, qui en ont pas mal gagné en prolongation, en tir de barrage. Donc, c'est une grosse fin de semaine pour Toronto aussi. Puis, ils viennent de battre Syracuse là, il y a quelques jours en rendant service au Rocket. Là. Mais c'est ça, puis si Syracuse dépasse le Rocket, ben là, ce serait 2 contre 3. Donc, c'est là où il y a plusieurs options. C'est primordial d'aller chercher des gros résultats, puis surtout dans la manière de jouer les 60 minutes, les 2 matchs en fin de semaine à Toronto. Ouais. Puis là, Toronto, la saison des Leafs va être terminée. On va avoir du renfort. On joue dans la même ville que les Maple Leafs. Là. Donc, on risque d'avoir notre équipe A en fin de semaine là, du côté des Marlies de Toronto. Probablement Aktiamov, je l'ai vu qu'il avait été avec les Maple Leafs. William Villeneuve, même affaire. Benoît Olbiegro. On va tous retrouver ces gars-là. Donc, Toronto qui n'est pas à prendre à la légère en fin de semaine. On s'enflamme beaucoup aujourd'hui, le temps file. Je pense que les gens vont aimer ça. Ben oui. Malgré le tout, on voit que les séries éliminatoires s'amènent. On est passionnés, mais je veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus. En même temps, je veux qu'on en parle. On en a parlé un petit peu. Le jeu de puissance s'est amusé en fin de semaine là, face aux sénateurs de Belleville. Puis c'est même un euphémisme là, de mentionner ça. C'est probablement, en termes de court échantillon, les meilleurs matchs de l'avantage numérique du Rocket de Laval, surtout la première vague. Mais avant d'en parler un peu, je veux qu'on ait entendre, puis si Shane est capable de successivement les offrir à nos auditeurs, les propos sur l'avantage numérique d'Alex Belzile, suivi de ceux de Pascal Vincent. Faut bouger la rondelle. Je pense que si tu regardes tous les meilleurs avantages numériques, peu importe le niveau, la rondelle bouge très vite. On est 5 joueurs de talent sur notre avantage numérique, donc peu importe qui l'a, on est capable de faire des jeux. Puis on se les bougeait vite aujourd'hui, les retours, on a eu beaucoup de chances de
pleine de look, dans un sens, plusieurs différentes chances de marquer. Donc, ça, c'est extrêmement dangereux. C'est dur de juste couvrir un joueur en général. Donc, on est les 5 qui étaient sur la même page, puis on a bougé la rondelle vite, puis il y a des bonnes choses qui arrivent à ce temps-là. Ça donne une confiance. Ça donne une confiance de savoir que, OK, cette unité-là fonctionne. Puis souvent, j'ai étudié le powerplay pendant des années. Là, c'est l'API qui s'en occupe plus que moi. Là. Mais souvent, tu as 5 joueurs, puis c'est pas que les 5, ça marche pas. C'est qu'il manque une connexion à quelque part entre un et l'autre. Puis tu fais juste enlever un et en mettre un autre. C'est pas parce qu'il est meilleur, c'est juste que la façon dont il voit la rondelle, la façon dont il bouge la rondelle, fait en sorte que les 5 sont connectés. Puis on dirait que c'est ça qui se passe en ce moment. Maintenant, c'est juste 2 matchs, on va avoir besoin de plus de data là-dessus, mais pour 2 matchs, c'est très encourageant. Ça l'est, franchement. Puis ça a un peu, entre guillemets, sauvé la fin de semaine du Rocket de Laval. Ça, je parlais d'être optimiste en vue des séries éliminatoires, mes excuses. Les partisans ont raison de l'être à ce niveau-là. Puis ça a été une saison en montagne russe. En montagne russe du jeu de puissance, du désavantage numérique aussi, pendant qu'on a perdu Cédric Blondin, qui va sûrement revenir. Je regardais lors du week-end, c'est quand même 11 chances de marquer de l'avantage numérique, 6 buts. Donc, on a capitalisé sur nos occasions quand on en a eu chez le Rocket de Laval. Cédric, est-ce que ça fonctionne? Je te réactive. Oui, je t'entends bien, là. Les fameux problèmes de son avec StreamYard des fois, hein. Mais là, je suis de retour, c'est pour ça que je suis là. J'ai fait un bref détour. J'ai quand même un certain millage en radio, donc moi, patiner tout seul, là, ça me fait pas un pli. Que veux-tu apporter là, en termes pour ce qui est du jeu de puissance? Mais 608, Vincent. Puis moi... 11 chances de marquer, j'en parlais pendant que tu étais parti là, dans les 2 matchs ensemble. Donc, peut-être tu n'as pas eu besoin d'énormément de chances de marquer pour en marquer 6. Tu as capitalisé. Là. Puis c'est vrai que ce qui est intéressant des propos de Pascal Vincent, avec Middlestad, ça fonctionne. C'est pas parce qu'il est meilleur qu'Adam Engstrom, c'est qu'il est connecté avec les 4 autres joueurs sur la glace. Puis là, avec Dauphin, ça va peut-être changer aussi parce que lui va être sur ta première vague. Mais avec Belzile, avec Roy, Farrell, ça fonctionne. Ouais, 100%. Et Blais, il manquait l'autre, c'est Samuel Blais. Voilà. Mais qu'est-ce que moi je note, puis je t'en ai parlé en fin de semaine, Vincent, c'est que à un certain moment, là, depuis peut-être un mois, quoi, c'est la deuxième vague qui avait des meilleurs moments pour moi, là, honnêtement. Oui, ben oui. Et là, ça fait du bien parce que les 6 buts, à moi je me trompe, c'est tous la première vague. Mais il y en a un, je pense qu'il y en a un des 5 qui on était en train de changer. Mettons 5,5. 5,5. Disons 6 buteurs de la première vague, si on peut dire ça. Pour moi, c'est extrêmement positif à 2 matchs de la fin de la saison. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Espérons que ça se transpose en série où il y en aura de moins en moins des avantages numériques généralement. Du hockey pas mal plus permissif, mais c'est là. Tu as tellement peu de chances, il faut que tu capitalises sur ces chances-là. Ouais. Au moins que tu ailles chercher du rythme. Parce que le Rocket a eu beaucoup de difficultés à faire en deuxième moitié de saison, selon moi. Ouais, ceci dit, je vais quand même rendre crédit à une chose. Les 2 joueurs sur les flancs d'avantage numérique sont tellement importants. C'est eux qui donnent le ton. Puis le joueur au point d'appui également. Middlestad mérite ses fleurs. À 100% qu'il les mérite. Mais faut pas oublier ce que présentement Blais et Roy sont en train de faire. Farrell comme bumper, Belzile devant le filet. Ouais. De la manière que contrôle le jeu Roy et Blais, dans le dernier week-end, on forçait rien, on bougeait nos pieds, on cherchait les corridors de passe. On a été patient de la bonne manière, je pense, sur les deux. Je parle ici de Blais et Roy sur les flancs. Ça fait tellement toute la différence. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Puis on a vu comment ça a rapporté au niveau des points aussi. Là, puis sur les décisions, les gars se trouvent tellement bien sur la glace aussi. Là, donc, c'est ça qui est intéressant. C'est quoi? C'est le but de Belzile là, qui est suite à une passe transversale de Blais là, tout près du banc du Rocket là, qui a échappé au gardien de but. On l'a créé cette ligne royale dans la fin de semaine, même le nombre de fois qu'on a réussi à aller trouver les corridors là, horizontaux de passe, là, si on veut. Puis on va voir comment ça va se dessiner. Moi, je pense que Luke Middlestad est
au moins en train de se solidifier une chaise sur la deuxième vague comme corps arrière. On a vu qu'il y a même Engstrom a joué un avantage numérique là, dans le match d'hier là, face aux Flyers. Donc, c'est clair qu'on va vouloir lui redonner peut-être cette chaise-là en avantage numérique à son retour à Laval. S'il revient à Laval, ça, c'est intéressant probablement. C'est le plan. Mais on va voir ça en avantage numérique. Comment on va redessiner un peu le portrait des choses. Mais présentement, ça fonctionne. Enchaînons avec le prochain sujet tout de suite. Justement, je parlais de Blais Roy. La transition est parfaite. C'est un Samuel Blais en mode série qu'on a vu. Surtout lui, là, être, je pense que c'est le meilleur attaquant, joueur de la fin de semaine, probablement, chez le Rocket. Comment il jouait, comment il était en contrôle de ses émotions, comment il a capitalisé sur ses chances. Ça a été un joueur qui a fait la différence face à Belleville, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est une personne ou un joueur qui sait se faire pardonner. Seigneur, oui. On va se rappeler longuement de cette punition de la semaine d'avant là, face à Calgary en fin de troisième là, pour une réplique qui a mené ensuite au but égalisateur. Mais là, c'est là que tu vois le caractère d'un joueur de hockey. Ce qu'il a fait pour moi la fin de semaine passée prouve à son groupe à ses coéquipiers, évidemment, parce qu'il n'y a pas de surprise là-dedans, mais OK. J'ai manqué le bateau, là. J'ai fait une erreur de débutant, de recrue. Mais vous savez, les gars, c'est peut-être ça que j'ai de besoin. Puis là, je me ressaisis. Puis c'est ce qu'il a fait en fin de semaine. Il a joué deux de ses très bons matchs. Ce n'est pas ses meilleurs matchs avec le Rocket cette année. Ça doit être pas loin si ce n'est pas les deux meilleurs. Exact. Puis c'est 7 points en fin de semaine. 7 points en fin de semaine. 2 buts, 5 passes. Là, je veux dire, mais même au-delà des points, Vincent, c'est son impact sur la glace, ses décisions, sa présence le long des rampes. Il en faisait pas trop. Il y a des fois où il peut faire 10 mises en échec dans un match, mais il peut se mettre en position. Là, c'était tout le temps des bons moments. Puis quand il frappait et pas à peu près. Il n'y avait pas de risque qui était pris. Là. Les matchs où Blais passe à côté de la map, c'est quand il commence à jouer S-Ouest. Ça, je le sais tout de suite. Dès qu'il commence à jouer comme ça en première période, je me dis, oh boy, ça pourrait être une soirée. Puis quand il est linéaire, quand il commence à avancer la rondelle, c'est là qu'il joue. C'est là qu'il peut être bon, c'est là qu'il peut être utile au Rocket de Laval. Puis utile, c'est un euphémisme encore une fois. C'est là qu'il peut être difference maker. Permets-moi l'anglicisme. Même chose sur Josh. Moi, Josh, qui dans la statistique que j'aime le plus de ces 3 derniers matchs, parce qu'il y a eu des... Le mois de mars, ça a été compliqué pour Josh. Là. On sentait un peu de fatigue, on sentait une perte de confiance offensive un peu. Alors ça va beaucoup lui faire du bien. Les 3 derniers matchs, c'est 6 buts, une passe. Oui, il y a eu des filets déserts, mais never mind. Ça va juste être bon pour lui, mais la donnée que j'aime, moi, c'est le 19 tirs, parce que quand il joue comme shooter, puis c'est là que tu voulais aller aussi. Oh oui, quand il joue comme shooter, c'est un rôle dans lequel il est confortable, dans lequel il est à l'aise. Puis c'est pas qu'il peut pas créer des jeux, mais à chaque fois, depuis qu'il était avec le Rocket, quand ça a été son rôle sur un trio ou en avantage numérique de shooter le puck, il a toujours été à son meilleur. Tu as raison de le dire, parce que Vincent, au mois de mars, Joshua a marqué 2 buts. Ah, ça a été... 2 buts, mais il n'a jamais dépassé les 4 tirs. Il a eu 4 tirs 2 fois à la fin du mois de mars. Mais là, tu fais bien le noter, c'est 19 lancés. C'est 7 dans le deuxième match face à Calgary, 7 vendredi et 5 face à Belleville. Mais dans ces 5-là, il y a 3 buts. Donc, c'est ça. Son pourcentage d'efficacité très, très, très bon dans le cas du Beauceron. Puis c'est 6 chances de marquer dans le match de samedi, dans la victoire de 5-2 pour Josh, puis 4 la veille. Donc, c'est quand même 10 chances de marquer. Donc, là, les tirs, c'est pas juste des tirs qui menacent pas le gardien de but, c'est des tirs qui ont un impact. Et là, je vais revenir à Samuel Blais parce que je veux qu'on aille l'entendre sur ses succès offensifs récents. C'est une belle manière de s'amener dans vraiment le dernier droit et les séries éliminatoires pour Samuel Blais. Des fois, il y a des games que tu penses que tu joues bien, puis tout, puis les pas qui veulent pas rentrer, les jeux ils marchent pas, puis en fin de semaine ça a bien été, fait que je veux juste aider mon équipe à gagner, puis plusieurs joueurs qui ont connu une grosse fin de semaine, puis c'est ça qu'il faut faire pour gagner des matchs. Là. Ouais, il y en a plusieurs qui ont connu une bonne fin de semaine. Blais n'est pas le seul. Je veux qu'on fasse du binage vite. Puis là, on va parler, plus les semaines vont avancer là, au mois d'avril, voire mai, tout dépendant. Le Rocket nous amène nous en séries éliminatoires. On va commencer à parler de
la formation de la saison prochaine. Je pense que Blais, moi, si je suis John Sedgwick, le directeur général du Rocket, et Kent Hughes, c'est mon plus gros dossier, peut-être des prochaines semaines. Puis je dis prochaines semaines parce que c'est intéressant d'amener la discussion. Est-ce qu'on devrait régler ça plutôt que tard dans le cas de Samuel Blais pour un prochain contrat, Cédric? Ben, j'ose espérer que oui, mais moi, la question que je me pose plus, est-ce que Samuel Blais voudra être de retour ou voudra chercher une opportunité à jouer dans la Ligue nationale? Il a l'expérience, il a le bagage d'expérience dans la Ligue nationale, il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Donc, cette année, c'est correct, mais... Je prends la pièce de monnaie puis je l'amène l'autre bord. C'est pas tout agréable d'un point de vue vie, là, son début d'année. Là. Il va avoir 30 ans. Est-ce qu'il y a un petit peu de stabilité? Si le Canadien arrive, là, je te mets un scénario hypothétique puis dis, regarde, je te donne un contrat à 2 volets de 2 ans. Tu demeures une option de rappel pour les Canadiens si on a des blessures. Je te donne un bon contrat de la Ligue américaine. Surtout, je te donne 2 ans. Il l'a dit en début d'année, là, Laval était un choix qui était dans le top de ses priorités quand il a signé. Donc, je pense pas que c'est un gars qui a un problème avec Laval. Donc, si tu lui donnes 2 ans, moi, je suis Samuel Blais, tu me donnes 2 ans, contrat 2 volets, un bon salaire de la Ligue américaine, j'ai 30 ans, un petit peu de stabilité ne me ferait pas de tort. J'y pense sérieusement. Mais tu te mets toujours à risque de le perdre. C'est ça qui... C'est là qu'il faut que tu te back aussi, évidemment, là, avec un salaire qui fait que probablement que c'est pas tout le monde qui voudrait le réclamer. Donc, en tout cas, c'est... Mais là, je te parle pas d'un contrat à 1 volet. Là. Je te parle de vraiment un 2 volets là, à ce moment-là. Là, il était à 1 volet. Mais je te parle de... C'est le 2 ans. À la limite, 2-3 ans. 2-3 ans, c'est peut-être beaucoup. Là, mais un 2 ans peut peut-être refroidir certaines formations. Évidemment que tu lui donnes un de tes 50 contrats parce que c'est un gars qui, dans son rôle, peut être intéressant à rappeler si tu en as besoin. Je pense qu'il mériterait un contrat valide de la Ligue nationale. Là. On ne parle pas de contrat de la Ligue américaine. Si tu lui donnes ça, moi, si je suis lui, non merci. Ouais. Ça lui prend un contrat valide de la Ligue nationale. Il va l'avoir, peu importe où ce qu'il va avoir sur la table des 32 équipes. Il aura un contrat de la Ligue nationale. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Reste à voir si ce sera suffisant pour le garder. Puis tant mieux si ça fonctionne parce que le Rocket a besoin, le Canadien en a besoin, évidemment. Moi, je pense que c'est un vétéran que j'aimerais avoir dans le giron. Puis je serais pas gêné de lui offrir 2 ans. Moi, pas du tout. C'est parce qu'avec 1 an, c'est peut-être pas convaincant d'un point de vue Samuel Blais pour signer tout de suite. Je lui dis attends l'été, attends de voir ce que tu as. Mais si le Canadien arrive 2 ans, disons, je te donne 300 000 dans la Ligue américaine dans ton annexe de contrat. Ligue nationale, bon, 900 000 dans ces eaux-là, 850-900 000, mais avec un 300 000 US garanti pour 2 ans, plutôt que d'être dans mes valises, aller vivre à l'hôtel, un petit peu de stabilité. Puis après ça, bon, si tu le rappelles, tu as le balotage, mais il va avoir 30 ans aussi. Donc, plus il avance en âge, c'est la réalité, moins ça devient alléchant pour des équipes de le réclamer aussi, tu sais. Je veux dire. C'est intéressant. Ouais, puis l'autre gars que je voulais te parler, c'est Alex Belzile. Bon, il vient d'avoir un enfant. C'est une situation un peu comme à la Laurent Dauphin. Moi également, je commencerai les pourparlers dans son cas aussi. Bon, 35 ans. Je pense qu'il y a une autre très, très bonne saison ou peut-être même 2 à offrir. Moi, c'est un vétéran que je voudrais qu'on conserve la saison prochaine aussi, certainement. Lui, présentement, il y a un contrat avec les Canadiens aussi? Parce que comme Laurent Dauphin, Cédric, c'est un contrat de la Ligue américaine qui l'attend, avec un très bon salaire également. Ça va être à surveiller parce que, moi, c'est une évidence qu'il doit revenir, Vincent. Oui, les deux, Blais et Belzile, pour moi, John Sedgwick, puis j'attends pas le 28 juin. Là. Si présentement, je suis capable d'entamer les discussions avec leurs agents, let's go. C'est peut-être déjà fait aussi. Là. Ben oui. Donc, ce serait intéressant. Belzile est à la porte des 30 buts. C'est un joueur pour moi, qui est fier de jouer avec le Rocket. Tu as besoin de ce gars-là dans ta formation. La culture. Exactement. J'aurais peut-être la difficulté un petit peu plus à ce point-ci à lui donner un de mes 50 contrats, par exemple. Ça, c'est peut-être au cœur des discussions aussi. Ces discussions il y a. Rendu là, ça va être la décision d'Alex, voir si pour lui, c'est
Ça peut toujours être changé, évidemment, là, un contrat de la Ligue américaine. Là. On avait déjà eu la discussion par rapport à Laurent Dauphin en début de saison, lorsqu'il avait vraiment débuté en grande force la saison 2025-2026. Mais tu l'as dit, il va avoir 35 ans, Alex. Il vient d'avoir un enfant. Est-ce que pour lui, il peut avoir un très bon contrat de la Ligue américaine qui peut lui valoir certainement la même chose que d'avoir un contrat de la Ligue nationale s'il ne se fait pas rappeler. Donc, puis en bout de ligne, tu es tellement bien traité avec le Rocket que c'est loin d'être un désavantage de signer là, avec la Ligue américaine. Non, il reste à voir dans le cas de Belzile si là, le Canadien devra mettre de l'eau dans son vin et dire ouais, on va donner 2 ans. Pourquoi pas, quelque part. C'est un contrat de la Ligue américaine, il y a le facteur monétaire, mais il n'y a pas tant que ça d'engagement non plus. Dans le cas de Belzile. Tu sais que c'est un gars, disons, la deuxième année, ralentit un peu, c'est un gars qui va accepter ce qui se passe. Là. Je veux dire, tu comprends, c'est un gars qui... Je pense que c'est un gars sur un troisième trio qui va continuer d'être utile. Disons que la deuxième année, c'est plus compliqué, mais c'est un gars qui prend soin de lui aussi. Donc, le 2 ans, je pense que si c'est ça qui le convainc de signer un contrat de la Ligue américaine, moi, je pense que tu dois considérer cette option-là. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je veux qu'on jase un peu de David Reinbacher, qui, honnêtement, les 2 premiers matchs qu'il a joués, j'ai plus regardé celui contre les Islanders, là, pour être franchement honnête. Hier, c'était mon anniversaire, alors j'ai passé un petit peu de temps avec ma famille. Vincent, en passant. Merci. 29 ans. Là, j'ai ma dernière année dans la vingtaine. On va en profiter au maximum. En demeurant sage, bien entendu. Ben oui, pour être 100% transparent avec toi, j'ai pas vraiment eu la chance de regarder les 2 matchs parce que j'avais des conflits d'horaire avec les matchs de l'Armada, mais selon ce que j'ai vu des extraits vidéo, bien sûr, et je vais essayer de le faire dans le cas de Reinbacher, mais il fallait pas s'attendre à grand-chose dans le match de dimanche parce que, bien sûr, il avait joué vendredi. Il avait joué samedi, il a joué dimanche, c'est un 3-3 pour lui, plus le voyagement vers New York, mais en vol-nolisé avec le Canadien, ça se fait rapidement. Donc. Il est très bien fait. Je pense que les gens, moi j'ai regardé le match au complet dimanche, puis prise de décision rapide avec la rondelle, la pression arrivait plus vite pour lui, mais pas de problème. Je pense que le millage commence à apparaître dans le cas de Reinbacher, patinait bien, de bonnes passes en sortie de zone. Il avait joué 11-17, je pense, son temps de jeu dans le premier match. Mais là, la question à se poser, c'est... Puis moi, je pense que c'est le cas. En est à ses derniers milles, moi, je pense, avec le Rocket de Laval. Je pense que c'est un défenseur qui est mûr au moins pour être un défenseur de 3e paire en commençant la saison prochaine avec ce qu'il a montré. Puis c'est pour ça que Kent Hughes le voulait en audition, que Dobson se blesse ou non. Parce que il dit à l'Autrichien, dis-moi ce que je dois faire cet été. Dis-moi qu'est-ce que je dois bouger pour te faire une place. Autrement dit, est-ce que je dois te faire une place? Est-ce que tu es prêt? Puis là, moi, je pense qu'il a démontré dans ces 2 matchs-là qu'il était prêt. Il y a des grosses décisions à prendre là, défensivement du côté du Canadien. Tu as Struble qui reste 1 année de contrat après cette année. Tu as Jack High qui est agent libre avec restriction au terme de cette année-ci. Carrier reste 1 année de contrat. Donc, il faut que tu prépares tout ça. Là. Et il ne faut pas t'attendre que chez les Canadiens que justement Carrier arrive à la fin de contrat et que Reinbacher ne soit pas prêt à prendre. On se comprend. Même que la discussion est bonne aussi pour Anna Engstrom, évidemment. Là. Donc, c'est de penser à ce fameux processus là, où le Canadien se voit au moment où Kent Hughes et Martin Saint-Louis et tout le monde s'attendent à ce que ce club pique au bon moment. Dans quel moment qu'on voit le pic de cette équipe-là? Est-ce que c'est l'an prochain? Est-ce que c'est dans 2 ans? Mais si c'est l'an prochain, il faut que tu fasses jouer. Il faut que tes joueurs soient prêts pour rentrer dans la formation. Si c'est en 2 ans, tu veux que Reinbacher jouer une saison complète. Même chose dans le cas d'Engstrom dans la Ligue nationale pour être capable de jouer ses 20 à 24 minutes là, lors de la grosse année. Là, bien sûr, il reste du chemin à faire pour se rendre là, mais on sait que ces 2 défenseurs, je pense. Certainement, je pense que Reinbacher, il serait capable de jouer. Engstrom aussi, je pense pas qu'on va l'utiliser dans un rôle comme ça avec le Canadien dans le cas d'Engstrom. Je pense que les deux sur une 3e paire,
sont bien corrects. Mais ça va être une question de temps avant que Reinbacher se ramasse sur le top 4. Mais peut-être, Cédric, tout le monde a entendu les commentaires de Kent Hughes après la date limite, là, une couple de minutes après la date limite, puis tout le monde le sait qu'il a été transparent. Il a dit j'avais peut-être une transaction qui était vraiment très près de se clore. On le sait tous que le Canadien aimerait ça ajouter un attaquant. C'est sûr que l'audition de Reinbacher, l'audition d'Engstrom en fin d'année, c'est important pour pouvoir, est-ce que je pull le trigger sur cette transaction-là qui pourrait être visitée cet été? Ce sera peut-être une autre transaction. C'est important, cette audition-là. C'est pour ça que, Dobson ou non, Reinbacher joue au moins un match, là. Je veux dire, puis c'est intéressant comment qu'on va brasser ça. Je dis pas qu'Adam Engstrom ou Reinbacher est inclus dans cette transaction-là, mais c'est une possibilité aussi. Là. Ben, moi, je peux dire quelque chose, puis ça va sûrement être sélectionné aussi, mais moi, si je suis Kent Hughes, je ne touche pas à Reinbacher. Défensivement, il va avoir sa place. J'en reste convaincu. Je le dis depuis le début de la saison. Mais ces gars-là, là, t'es trop pas. T'as besoin d'un défenseur droitier comme ça. Je comprends qu'il faut que tu payes pour aller chercher quelque chose, mais tu gardes Reinbacher. Tu investis un 5e choix au total pour lui. Ça va être un top 4, là. C'est ça. Donc, ça va être un top 4, mais en même temps, je dis pas que tu veux le voir pour le transiger. Tu veux le voir peut-être pour lui faire de la place, tu sais, pour transiger quelqu'un d'autre. Voir, il est comment dans les nationales. C'était mon cri du cœur à moi qui me disait non, il a sa place avec le Canadien. Un gut feeling. On va voir ça. C'était très intéressant. Évidemment que on va suivre l'état des blessés du côté de Montréal. Persuadé que le plan, c'est qu'Engstrom et Reinbacher jouent en série avec le Rocket. Mais en même temps, ce qui se passe dans ton équipe de la Ligue nationale peut toujours avoir une incidence sur la formation que tu vas déployer dans la Ligue américaine. Puis la bonne nouvelle, c'est que Luke Middlestad fait très, très bien. Mark Del Gaiso joue du gros hockey. Toby Bisson est de retour. Clermont, on va voir. On sait que Josh Jacobs peut jouer. On va voir le jeune Dubinsky aussi. Ce qu'il a dans le ventre. Le Rocket a rappelé d'Éric Louis-Jean pour la dernière fin de semaine. Je pense que le Rocket, peu importe, va avoir une bonne brigade défensive, mais c'est certain que ça t'amène un facteur X d'avoir Engstrom et Reinbacher en séries éliminatoires. Puis tu veux que les deux vivent ça en jouant 19, 20, 21 minutes, certainement. Et plus peut-être. C'est deux défenseurs de première paire dans la Ligue américaine et de calibre de la Ligue nationale en ce moment. Donc, Exact. Puis Reinbacher, ça fonctionnait avec Middlestad. Donc, ce serait intéressant de voir ça. Rapidement, je veux quand même qu'on revienne sur les honneurs individuels. Mon petit Tannant, t'as-tu envoyé nos choix finalement dans la Ligue américaine? Oui. Ah, j'ai eu peur que tu ne les aies pas envoyés. Nos fameux choix. Ton coach de l'année, toi, on va s'obstiner là-dessus dans la Ligue américaine? Oui. Absolument. On va s'obstiner? Ben oui. Il nous reste 5 minutes pour s'obstiner. Ben moi, c'est Ryan Mougenot. Ouais, il n'est pas mon choix, mais je commence à être tenté quand même. Les petites tabarouettes à Providence, c'est trophée McGregor-Kilpatrick, c'est fait. Ils ont eu de la difficulté, par contre, face aux formations de la Division Nord en série. Ça va être intéressant quand même dans le carré d'as quand ils vont croiser peut-être Laval, peut-être Syracuse, peut-être Cleveland, Toronto, on ne le sait pas. Ont perdu leurs 2 contre Laval, quand même, Providence. Mais je suis d'accord avec toi, là, de la manière que Ryan Mougenot, il y a eu la constance, puis la saison a avancé, comment cette formation-là offensivement était excellente, un très bon gardien, une formation très, très complète. Comment il a fait aussi progresser les jeunes. C'est un très, très bon choix. Frédéric Brunet est devenu un défenseur de première paire là, grâce à Ryan Mougenot, le personnel l'entraîneur du côté de Providence. Il a fait progresser Fabien Lisel, Mathieu Poitras, James Higgins, on l'a vu. Non, c'est tout. Il a fait une solide job, là, Ryan Mougenot. Puis j'ai hâte de voir, si Providence se fera jouer un tour en séries éliminatoires, mais c'est de loin les favoris pour sortir de l'Atlantique, ça, il n'y a pas de doute. Oh, oui, mais c'est ça. C'est une formation que. Puis, je connais ton choix, évidemment, Vincent, là, tu me l'as partagé, mais en bout de ligne, comment? Moi, je vais rester. Ouais, t'as raison. Puis, je suis déchiré, puis j'aurais aimé, parce que moi, mon choix, c'est. Je vais garder Joël Bouchard. Mais là, je suis plus déchiré dans les dernières semaines parce que Syracuse ne connaît pas un très, très bon mois d'avril.
c'est un groupe qui tire de la langue, je sais pas, mais dans le positif des choses, je pense que c'était une équipe très, très moyenne en début d'année au niveau de l'effectif. Sur papier, Joël a réussi à les maintenir à flot plus la saison avancée, à garder tellement tout le monde engagé, à faire progresser des Geeky, Pelletier. Il y avait tellement pas une belle brigade défensive. Puis comme DG, il a fait un solide travail, mais là, il n'est pas question du rôle de DG, il est question du groupe d'entraîneurs. Alors, il faut diviser les choses, mais il n'y a pas une grande brigade défensive sous la main, Joël Bouchard, puis il a réussi à faire travailler son groupe très, très fort en unité de 5. Tu sais, quand tu dis presser le citron jusqu'à temps qu'il reste plus de jus, là, tu sais, Joël Bouchard, c'est une de ses principales qualités en tant qu'entraîneur. Tu sais, au début de l'année, il y avait 6-7 blessés en attaque. Il lui manquait son top 6 au grand complet pratiquement, puis il a réussi à faire gagner cette équipe-là en début d'année. Leur début de saison aurait pu leur coûter tellement cher, mais non. Je vais garder Joël Bouchard pour mon trophée Louis A.R. Pierry, mais je ne serais pas surpris que tu aies raison. C'est sûr que Mougenol est le grand favori. Ouais, pour moi, c'est une évidence. Donc, Et puis crédit aussi à Dan Watson. Je pense qu'il y a pour moi, il y a un top 3. Je pense que Dan Watson, du côté de Grand Rapids, tu gagnes 28 de tes 30 premiers matchs. Là. C'est parce que tu prépares bien ton équipe en tabarouette. Là. Donc, puis oui, ça ralentit un peu du côté de Grand Rapids. À quelque part, c'est normal, mais c'est quand même une équipe qui viennent de remporter la centrale. Là, je veux dire, de façon assez convaincante. Là. Donc, puis c'est une équipe qui... Les Red Wings n'ont pas aidé Grand Rapids dans le dernier droit avec leur transaction non plus. Alors, ça n'aide pas. Mais je pense que ces trois-là, ça devrait se jouer là. Mais si mon choix serait Joël Bouchard, mais si j'avais à parier, je pense que Ryan Maugelon va gagner ce trophée-là. Là, puis pas juste parce qu'il a la meilleure fiche, parce qu'également, dans le développement, a fait un très, très bon job du côté de Providence. Et c'est un peu ce que Pascal Vincent a fait l'an dernier. Hein? 100%. Le trophée de la meilleure équipe, le trophée du meilleur coach. Donc, je ne sais pas que c'est 100% relié, mais il ne faut pas oublier que des fois, on fait 1+1. Puis, on pensait jamais, rendu au mois de décembre, en tout cas dans mon cas, que Providence allait rattraper Grand Rapids avec le début de saison des Griffins. Donc, ouais, intéressant de voir ça. Puis c'est toujours le fun. J'ai hâte de voir les résultats lorsqu'on annoncera les choix là, du côté des honneurs individuels. Yes, en tout cas sur cet épisode avec beaucoup d'émotion quand même, on aime ça de même. Merci d'avoir été là, Ced, je te souhaite une bonne semaine. Sois sage du côté de Terre-Neuve, fais pas de folie. Là. Ben non, juste 2 journées de congé, pas de match avant vendredi, donc ça... On va peut-être aller se promener un peu dans cette magnifique ville en passant que je suggère à tous nos auditeurs, auditrices qui sont jamais venus ici. C'est de toute beauté, littéralement, le Saint-John, Terre-Neuve. C'est pas proche, mais c'est magnifique. Ouais. Tu as le droit de prendre une petite mousse ou deux, ceci dit. Ça, c'est sûr que oui. Bon, je te souhaite un beau cheers, mon chum, puis aux gens qui ont écouté le podcast. Merci. Merci des beaux commentaires. On en reçoit, je pense, chaque fin de semaine à la Place Belle. Là, j'en ai reçu un dans l'ascenseur de la Place Belle le week-end dernier. Merci d'être à l'écoute. Puis, bon dernier week-end de cette saison régulière. Puis, officiellement, la semaine prochaine, on va être en mode série dans ce podcast En mode Rocket. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast En mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.